Bonjour à tous et bienvenue sur ce live organisé par AOP Champs de Poitou. Je suis très content de vous accueillir pour cette petite classe d'une heure où on va reprendre chaque étape de deux produits que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés. Il va y avoir l'Avery Florentine et ensuite l'éclipse jaune, donc une viennoiserie sucrée, une viennoiserie salée. L'objectif était de réinventer un tout petit peu le pain au raisin. C'est le défi en tout cas que AOP nous a demandé, moi et d'autres collègues. Et donc je suis très content de vous présenter ces produits-là. Alors, moi c'est Aurélien, Aurélien, formateur en boulangerie, meilleur ouvrier de France en 2023. Et je suis très heureux de commencer cette classe avec vous. Alors, deux produits, comme je vous le disais, l'Avery Florentine, c'est une pâte à croissant qui va être associée à la technique d'un bicolore. Je vais associer deux bicolores, un bicolore jaune et un bicolore rouge, et qui sera ensuite garni d'un insert florentin. Ensuite, il y aura une viennoiserie salée. La viennoiserie salée sera réalisée avec une pâte à croissant qui sera détournée avec du curcuma pour la rendre jaune. Et il y aura également un bicolore charbon, donc un bicolore noir, pour apporter un effet visuel intéressant à la viennoiserie. Et cette viennoiserie sera garnie d'une garniture au poulet avec un petit peu de raisin et de pommes de terre. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, ça va être déjà de vous expliquer un petit peu l'organisation que j'ai prévue. C'est un live, c'est 1 heure, c'est rapide. Il va y avoir toutes les étapes qui sont déjà en fait préparées. Donc je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu tous les petits tips que je vais pouvoir que j'ai pu mettre en place pour la réalisation de ces produits. Et à chaque fois, en fait, toutes les étapes sont déjà prêtes. Donc, ce qui va vous permettre en fait de ne pas patienter et de ne pas patienter notamment sur les temps de fermentation qui sont incompressibles. Donc, c'est pour ça que ça va aller au final très vite. N'hésitez pas, vous avez un chat qui est ouvert. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, l'objectif aussi, c'est d'échanger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai sans problème. Et dernière précision, vous allez donc pouvoir retrouver ces deux recettes sur le site internet de AOP Champs de Poitou. Donc, ces deux recettes sont disponibles en téléchargement et à vous aussi si vous voulez, en parallèle, de les télécharger pour peut-être mieux comprendre tous ces dimensions que je vais réaliser notamment. Donc voilà. Petite chose, ça va être des produits. Donc, je vais travailler sur des petits formats, des petits pâtons. Donc, ça va être assez minimaliste, mais il y a bien évidemment la possibilité de reproduire ces produits en version un petit peu plus grande et adaptée notamment à une fabrication en plus grand nombre. Alors, ce que je vous propose, ça va être de commencer par la présentation des deux pâtes différentes que j'ai préparées au préalable. Donc, il n'y aura pas de pétrissage devant vous. Le pétrissage a déjà été réalisé. Donc, la recette de pâte à croissant, c'est une recette tout à fait classique où j'ai sélectionné notamment, alors pour être totalement transparent, j'ai une habitude, c'est de sélectionner en fait 3 farines pour réaliser ma pâte à croissant. Donc pour cette pâte à croissant, je vais utiliser la farine de gruau qui est une farine de force qui est adaptée à la viennoiserie. Et je vais également utiliser de la farine de tradition pour apporter un tout petit peu d'extensibilité qui peut être aussi intéressant pour certains produits. Et en plus de ça, j'ai 1/3 de farine courante qui va me permettre en fait d'apporter une sécurité, on va dire, avec cette farine qui est un tout petit peu plus riche en force, notamment grâce à la sélection de la recette par le meunier. Donc, il faut savoir juste que potentiellement, la farine de tradition, à faire attention chez vous en entreprise, car c'est une farine qui va apporter de l'extensibilité et peut-être pas forcément adaptée à la fabrication en grande série.
Mais pour ma part, j'ai sélectionné pour justement me faciliter les étapes que je vais vous proposer. Donc ces 3 farines associées avec une hydratation moitié eau, moitié lait. Donc le lait qui va m'apporter aussi une extensibilité et un fondant dans la mâche, donc très intéressant. Et ensuite du sel, du sucre en quantité classique, où je vais aussi accompagner donc, de miel pour apporter une viennoiserie qui va potentiellement se conserver un petit peu plus longtemps dans le temps. Et bien évidemment du beurre dans la détrempe pour apporter de l'extensibilité et pour me permettre justement d'accepter les allonges que je vais réaliser via un laminoir ou via les façonnages, donc à hauteur de 100 grammes par kilo de farine. Mais ces recettes sont disponibles donc sur le site internet de AOP Charentes-Poitou. Donc cette pâte, c'est ma pâte de base pour faire du croissant, du pain choc, voilà, que je vais détourner. Ensuite, en fin de pétrissage, où je viens, en fait, une fois que mon réseau est créé, je viens détourner avec soit un ajout de curcuma pour le rendre jaune. Alors le curcuma, je l'hydrate avec un tout petit peu d'eau pour créer une masse et que ça soit un petit peu plus facile à se mélanger. Et l'objectif aussi, c'est de ne pas contrarier en fait, la pâte, car c'est vrai que le curcuma, c'est une poudre et potentiellement, ça va venir contrephraser donc, la farine. Donc le fait de mélanger à l'eau, ça vient plutôt créer un bassinage et ça permet de garder les qualités plastiques de la pâte. Ensuite, pour réaliser le bicolore noir, même principe, donc c'est-à-dire je vais détourner la pâte et là j'ai donc coloré ma pâte avec du charbon et une petite pointe d'eau également pour humidifier ce charbon pour ne pas le rendre volatile. Et pour laverie, donc laverie florentine, donc une association de 2 couleurs, donc le jaune, même principe que l'éclipse, et le rouge. Alors le rouge, j'ai opté pour une coloration naturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rouge, on le retrouve dans beaucoup d'entreprises, souvent utilisé avec des colorants artificiels. Pour ma part, j'ai opté pour de la levure de riz. Donc la levure de riz, qui est un produit un peu méconnu en France. C'est un produit que j'ai découvert sur un voyage en Asie. Et c'est vrai qu'il est produit en quantité là-bas. Et c'est tout simplement un produit que je fais importer et qui me permet en fait de colorer mes pâtes de façon naturelle. Il faut savoir que la levure de riz n'a aucun pouvoir levant, donc ça ne joue pas sur les qualités plastiques ou de force ou de fermentation de ma pâte. Donc voilà un petit peu ce topo. Donc viennoiserie sucrée, viennoiserie salée. J'ai pris le parti pris de ne pas créer une pâte pour les viennoiseries salées. Donc c'est la même pâte avec le même pourcentage de sucre. Alors ce qui peut potentiellement des fois faire ressortir un côté peut-être trop sucré sur des viennoiseries salées. Mais pour ça, je vais jouer sur l'assaisonnement pour essayer de diminuer ce côté sucré sur mes préparations. Donc l'assaisonnement, je vais déjà le faire dans le beurre. Du beurre de tourage que je vais en fait tout simplement mélanger. Donc soit avec du poivre, avec des épices. Donc là pour l'éclipse, j'ai choisi de le mélanger avec du poivre pour contrebalancer ce côté sucré, ce qui me permet de ne pas créer une pâte en plus. Alors, donc je vous répète, si vous venez d'intégrer le live, que les recettes sont disponibles sur le site internet AOP Charentes-Poitou. Et donc vous pouvez très bien regarder ces 2 produits en parallèle de l'avancée de la recette. Alors moi ce que je vous propose, ça va être de commencer donc un tourage. Alors on est sur un plan fixe ici, donc il va y avoir un tourage qui va se faire de façon manuelle. Il n'y aura pas de laminoir. Donc voilà, ce n'est pas forcément représentatif de votre quotidien, mais l'objectif, ça va être juste de vous raconter un petit peu ce que je fais. Et c'est surtout aussi à quel moment je vais intégrer le bicolore noir. Alors, donc ici, j'ai préparé donc, ma pâte à croissant que j'ai détournée avec du curcuma. Et ici, dans ce papier, le beurre de tourage. Le beurre de tourage que j'ai mélangé avec du poivre. Donc, tous les grammages sont disponibles sur la recette. Alors, ici, j'ai sélectionné un beurre de tourage, bien évidemment, pour réaliser la recette
de viennoiserie. Donc le beurre de tourage AOP Champ de Poitou va nous, en fait, nous apporter une plasticité très intéressante dans la fabrication de viennoiserie, ce qui va nous permettre d'optimiser le visuel feuilleté. Très intéressant pour justement se démarquer sur une viennoiserie artisanale, montrer le feuilletage qui je crois, fait quand même un impact visuel sur beaucoup de personnes. Et c'est vrai que le beurre AOP a cette particularité d'avoir une plasticité vraiment, je dirais, supérieure. Et c'est vrai que ce qui va nous mettre en évidence le feuilletage. Ah ouais, avec une très bonne maniabilité, donc ce qui va nous favoriser donc le beau tourage de notre viennoiserie. Donc l'objectif sur ce tourage, c'est d'utiliser la détrempe la plus froide possible. Le beurre, ici, la particularité du beurre AOP Champ de Poitou, c'est qu'il va être très vite travaillable. Donc même sorti de frigo, quelques minutes, voilà, une petite minute, alors va suffire à tout simplement le rendre utilisable. Et donc, on va pouvoir commencer le tourage. Alors, ici, je suis sur donc, la technique d'un pâton strié. Un pâton strié, c'est ce qu'on peut aussi appeler un feuilletage à champ. Ce pâton strié, moi, je suis parti sur la réalisation de 2 tours doubles. 2 tours doubles, donc le tour double qui est souvent autrement associé à un tour simple, généralement sur la réalisation de croissants. Et sauf que pour le feuilletage à champ, je suis plutôt partisan de réaliser 2 tours doubles. Vous allez comprendre un tout petit peu plus tard dans la démonstration. Donc là, on peut voir la souplesse de ce beurre qui va être tout à fait adapté en fait à la réalisation de ma viennoiserie. Donc ici, je viens déposer mon beurre au centre de la viennoiserie et ensuite, je viens couper la pâte. Donc l'objectif va être d'enchasser le beurre de tourage comme ceci. Alors, si j'ai de la pâte qui se superpose, c'est vrai que souvent le tourrier n'aime pas forcément que la pâte se superpose. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça va recréer de la force à cet endroit-là et ça va être, au final, ça va me permettre d'avoir de la régularité sur toutes mes pièces. Donc ici, je vais juste faire un petit coup de rouleau pour que ma pâte et mon beurre soient bien collés entre les couches. Et ensuite, je vais commencer donc mon allonge au laminoir. Alors c'est vrai que aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller sur la réalisation du feuilletage, c'est vraiment d'avoir la détrempe la plus froide possible, ce qui vous permettra vraiment en fait, aux levures de ne pas s'activer et ça permettra justement de garder en fait un visuel feuilleté plus visible par la suite. Alors, ici, j'ai allongé mon pâton. J'ai allongé mon pâton et je vais réaliser un tour double. Aujourd'hui, on voit 2 méthodes pour réaliser un tour double. Soit la méthode 3/4, 1/4 sur le pliage, ou soit la technique du milieu. C'est vrai que la technique du milieu, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par la nouvelle génération, car ça permet en fait de ramener les extrémités sur un extérieur par la suite. Mais moi, j'ai opté plutôt pour la technique, on va dire, plutôt ancienne, qui est la technique 3/4, 1/4. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet de ramener mes extrémités en plein cœur de pâton. Et ce qui va me permettre d'avoir un pâton qui sera potentiellement un petit peu plus régulier. Alors je fais juste attention à bien coller les bordures. J'enlève mon excédent de farine et ensuite je termine. Donc ce qui a comme incidence d'avoir en fait vraiment la jointure en plein milieu de mon pâton. Une fois que j'ai ça, là on est donc sur l'éclipse, j'ai donné un tour double. Et à ce moment-là, je viens intégrer ma pâte bicolore. Donc c'est la pâte bicolore au charbon, donc noir. C'est vrai que le noir et le jaune vont être 2 couleurs qui vont bien s'associer. Alors là, c'est vraiment une pâte très fine parce que je suis sur une quantité, on va dire, assez minime que je produis. Je suis sur une douzaine de pièces. Donc là, pour vous donner
juste une ordre d'idée, j'ai 100 g de pâte. 100 g de pâte. Ici, je viens positionner mon bicolore sur mon pâton. Alors là, mon bicolore est un tout petit peu plus petit que mon pâton, mais pas de problème. Je vais venir juste étirer très légèrement la pâte. Donc c'est vrai que j'ai opté pour vous faire la démonstration de ce tourage. C'est juste pour bien comprendre à quel moment j'allais tout simplement à quel moment j'allais intégrer ce bicolore. Donc en fait, c'est à la suite du premier tour double. Ici, je peux venir avec un couteau, je peux venir ouvrir donc les extrémités de mon pâton, ce qui va me permettre d'avoir un pâton qui va peut-être se déformer de façon un peu plus régulière. Ça peut aussi casser la force, donc attention, il faut en avoir suffisamment. Je farine. Alors je vais donner un tout petit peu de largeur. Donc c'est-à-dire, là, l'effet d'avoir intégré le bicolore donc, sur ce pâton qui avait un tour double, c'est-à-dire que je vais donc créer en fait une couche noire tous les 4 feuillets. Donc c'est-à-dire les 4 feuillets, un feuillet, juste pour bien reprendre ce que c'est un feuillet, donc c'est une couche de beurre qui est emprisonnée entre 2 couches de pâte. Et en fait, c'est tout simplement ça qui va créer le visuel feuilleté de votre viennoiserie. Donc au four, cette couche de beurre va fondre et va permettre à 2 couches de pâte de se détacher, et ce qui va permettre de voir ce visuel feuilleté qui parle à tout le monde. Donc ici, je vais retourner. Alors j'ai un pâton jaune qui s'est un tout petit peu plus étalé que ma pâte noire, donc je me permets juste de débarber. Et ici, je vais réaliser le second tour double. Donc pour ce second tour double, j'ai opté pour diviser le pâton en 4. C'est-à-dire que ici, je vais donc déjà le diviser en 2, et ensuite encore en 2 sur chaque côté. Ce qui va me faire vraiment 4 parties bien séparées. Ici, je vais humidifier légèrement. C'est pour vraiment que les couches se collent les unes contre les autres. Et je vais réaliser un tour double, donc en superposant comme ceci. Et ce qui a comme effet donc de recréer les feuillets. Donc jusqu'à présent, j'avais réalisé un tour double qui m'avait généré 4 feuillets. Le fait de réaliser un second tour double va me réaliser donc 16 feuillets, car les feuillets se multiplient. Donc on est sur 4 x 4, 16 feuillets. Alors ce pâton, je vais le mettre dans le tour réfrigéré que j'ai en dessous. L'idéal, ça serait un froid plutôt un petit peu plus fort, peut-être un surgélateur ou un congélateur, pour vraiment faire refroidir le plus rapidement possible le pâton. Donc voilà, ce pâton, je le positionne donc ici. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez donc un congélateur, ça sera le plus adapté, car l'objectif vraiment reste de ne pas faire démarrer les levures pendant les étapes de manipulation. Alors, ici, donc, je viens de réaliser donc, le tourage de l'éclipse. Alors, je ne vais pas réaliser le tourage de laverie pour une question de timing. Donc, laverie, pour vous expliquer ce que j'ai réalisé au préalable, donc c'est un pâton nature que j'ai beurré donc, avec du beurre de tourage, où j'ai réalisé donc 2 tours simples. Donc 2 tours simples, alors que sur l'éclipse, j'ai réalisé 2 tours doubles. Alors, ce qui va avoir forcément un impact sur les couches de beurre. Mais vous allez voir que sur laverie, il va y avoir une technique à un moment qui va nous permettre d'augmenter le nombre de feuillets. Alors, j'ai une question qui arrive. Donc, quels sont les avantages de couper un pâton, le pâton, pour réaliser
plutôt que le plier. Donc là, l'objectif, si j'avais plié le pâton, j'aurais forcément à un moment collé noir contre noir. Là, mon objectif, c'était d'avoir en fait une couche de noir tous les 4 feuillets. Et ce qui va me permettre en fait d'avoir un effet bicolore encore plus fort sur ce produit. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va basculer sur l'autre produit. Donc le produit sucré, qui est la vrille florentine. Donc ce pâton que j'ai touré au préalable, donc 2 tours simples sur une pâte nature. Et là, je vais vous travailler donc les bicolores. Alors, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, 2 bicolores pour cette vrille. Un bicolore rouge avec la levure de riz. Donc là, si vous pouvez constater, peut-être que c'est un rouge un peu moins vif que ce que vous avez l'habitude potentiellement. On est plus sur un rouge bordeaux. Et ici, on a donc la pâte qui est réalisée avec du curcuma. Donc, ces 2 grammages, les grammages sont disponibles sur le site internet AOP Charente Poitou. Donc là, j'ai au préalable essayé de mettre même format ces 2 pâtes. Donc là, c'est protégé par une feuille guitare. Et ici, je vais venir positionner les bicolores les uns sur les autres, comme ceci. Donc ce qui me permet d'avoir une couche de rouge et une couche de jaune. Alors, ici, je vais essayer d'augmenter un petit peu cet effet visuel. Donc, pour ça, je vais venir étaler très légèrement ce pâton, ce qui va permettre à ces 2 couches de se coller les unes contre les autres. Donc là, voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer en fait un pâton en un seul morceau qui ne se détache pas. Donc voilà, là j'ai fait une pression qui va permettre vraiment à la pâte de bien rester collée. Et je vais réaliser un tour double. Et là, je vais reprendre la même technique que donc l'éclipse, parce que pour vous montrer, mon objectif va être de quadrupler en fait cette coloration de pâte. Et si je fais un tour double classique, il y a un moment, en fait, le rouge et le rouge vont se coller les unes contre les autres, et en fait, ça va diminuer cet effet. Alors, donc ici, je vais venir diviser donc en 2 parties, puis encore en 2. Je viens humidifier. Alors j'ai tendance à mettre les extrémités au centre, à l'intérieur, pour une question de régularité. Et ici, donc, on peut constater une superposition de pâtes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une superposition de pâtes, donc jaune et rouge. Donc cette pâte bicolore, donc là on est exclusivement sur une pâte à croissant qui n'a pas été tourée. C'est vraiment une pâte qui va simplement nous donner un aspect décoratif à la viennoiserie. Donc cette viennoiserie, ce pâton, je l'ai déjà préparé pour qu'il soit bien froid pour réaliser l'étape suivante. Donc je vais tout de suite switcher avec mon autre pâton. Donc là, l'objectif aurait été éventuellement de le positionner quelque temps au froid plutôt négatif pour durcir la pâte pour me permettre de réaliser l'étape suivante. Alors, donc voici cette étape. Sur la fiche recette, vous avez deux informations pour cette étape. Vous avez soit des dimensions, soit un cran de laminoir. Donc le cran de laminoir sur la fiche recette est notifié à 7
mm, donc qui correspond environ à 7-8 mm d'épaisseur. Donc c'est ce que je vous conseille, voilà. Donc j'ai réalisé donc, un passage au laminoir à peu près à 7, donc sur le cran 7 du laminoir. Ici, je vais prendre une feuille guitare que je vais très légèrement graisser, donc avec une bombe à graisse. Et ensuite, je prends ma règle. Donc, je vais fariner très légèrement pour que ma règle ne colle pas. Je prends ma règle, un couteau. Et là, l'objectif va être de couper des bandes. Donc, pour ceux qui connaissent la technique du feuilletage à champ, donc le feuilletage strié, on est un petit peu dans le même esprit, sauf que cette pâte n'est pas tourée. On est exclusivement sur une pâte décorative. Donc, je vais couper dans la totalité. Donc, c'est pour ça que là, si possible, voilà, avoir une pâte bien froide pour que ça soit plus facile à couper. Et une petite dernière bande. Ok. Une fois que j'ai réalisé ça, je viens humidifier très légèrement. Je viens bien répartir l'eau. Ma feuille guitare et je viens donc mettre à champ ces bandes. Et là, ce qui va venir intensifier en fait cette superposition de pâtes que j'ai réalisée au préalable, que je viens de le faire justement en démonstration juste avant ça. Et donc là ici, voilà, je superpose sur la totalité des bandes coupées. Donc là, le fait d'avoir mouillé permet que la pâte se colle, que chaque bande se colle les unes contre les autres. Et donc, voilà pour ça. Donc là, ici, on peut constater voilà, toutes ces bandes qui, en fait, vont tout simplement créer la largeur de mon pâton suivant. Alors, comme je vous ai dit en présentation tout à l'heure, tout est déjà réalisé. Donc, je vais associer donc, mon pâton que j'ai préalablement touré, donc mon pâton nature, donc, qui est un pâton donc, que j'ai touré avec du beurre de tourage nature. Hein, celui-là n'a pas été aromatisé, où j'ai réalisé 2 tours simples, comme je vous ai annoncé. Donc, je vais tout de suite prendre en magie, voilà, on a donc l'étape suivante qui est déjà réalisée. Donc c'est vrai que j'utilise ces feuilles guitare qui permettent tout simplement en fait, à la pâte de ne pas sécher, de ne pas croûter, ce qui va favoriser justement aussi le visuel de vos viennoiseries. Donc ici, ce pâton qui a été touré à 2 tours simples, donc 2 tours simples va créer 9 feuillets, 9 couches de beurre qui va être tout simplement emprisonné entre les couches de pâte. Ici, mes bandes que je viens tout juste de réaliser, je viens très légèrement humidifier avec un spray, avec un pinceau. Je vais venir répartir l'eau et je positionne mon pâton touré par-dessus. Petite pression pour bien adhérer. Je prends et je retourne. Je vais ensuite procéder à l'abaisse finale. Donc bien évidemment, j'utilise un laminoir, logiquement, sauf que là, on va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire au rouleau. Donc ici, l'objectif va être d'allonger ce pâton dans la longueur. Je vais venir respecter en fait le sens des bandes. Je vais jamais donner un coup de rouleau dans la largeur, ce qui va potentiellement, si c'était le cas, ça pourrait venir déformer tout simplement les bandes. Alors, je voulais vous montrer cette étape parce que, vous allez voir, il va y avoir une petite particularité. Vous allez pouvoir la voir tout de suite. Donc là, l'objectif
c'est de pré-abaisser ce pâton. Donc, peu importe, de mémoire sur la fiche recette, j'ai dû mettre une dimension, mais l'idée, c'est plutôt voilà, de pré-abaisser. On n'est pas au centimètre près. Une fois que j'ai pré-abaissé ce pâton, eh ben, je vais le diviser en deux. Donc là, je le mesure. Et je viens couper en deux parties. Je vous ai annoncé avoir fait 2 tours simples, plus le bicolore, mais lui qui ne crée pas de feuillets. Donc là, on est à 9 feuillets et 9 feuillets. Et là, je vais retourner une partie, et vous allez voir qu'en fait, je vais venir doubler ces feuillets. Donc 9 feuillets plus 9, on va être sur un pâton qui aura en tout 18 couches de beurre, ce qui va nous donner vraiment un visuel très, très feuilleté. Une fois que j'ai réalisé cette superposition, je vais venir donc allonger. Et ensuite, donc, généralement, je vais chercher environ 35 à 40 cm de long. Donc là, je vois que j'ai une pâte là qui a généré beaucoup de force parce que forcément, j'ai créé une superposition. Et je ne vais pas vous mentir, beaucoup plus facile au laminoir parce que là, je ressens toute la résistance de la pâte. Donc, vous savez quoi, par magie, je vais tout de suite passer à l'étape suivante. Et par magie, mon pâton sera déjà abaissé. Je vais m'arrêter là. Je vais faire le petit joueur. Et vous allez voir que tout de suite, j'aurai le pâton à bonne dimension. Donc, ici, je switch. Et je vais positionner. Je vais vous ramener donc un pâton par magie. Qui est déjà abaissé. Donc, j'ai bien évidemment abaissé avec un laminoir, ce qui m'a rendu quand même la tâche bien plus facile que ce que je viens de vivre juste avant. Donc ici, ce pâton a été laminé donc aux dimensions sur la fiche recette. De mémoire, on est environ à 6-7 en épaisseur laminoir. Donc c'est un pâton qui est très épais. Donc on peut constater que le bicolore est bien sur les deux côtés du pâton. Et donc mon pâton blanc, mon feuilletage, est bien au centre de ces bicolores. Alors, ici, je vais venir portionner. Je vous ai annoncé dans la présentation que j'étais parti sur des petites quantités. Je suis parti sur un pâton qui fait 12 pièces. Alors, ce que je vais faire, je vais juste me créer un petit repère à l'aide d'une bicyclette que je vais venir en fait séparer en 6. En 6, parce que 6, donc c'est la moitié de 12, ce qui va me permettre en fait de venir faire une marque, tous les 2 détaillages que je vais donc, voilà, je viens entre chaque marque couper en 2 dans la longueur. Donc là ici, j'ai que 12 pièces à réaliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent, vous pouvez très bien les poser dans le chat. Et donc, voici les 12 bandes détaillées. Donc, c'est des bandes qui mesurent environ 1,5 cm de large. Alors, je vais me libérer un tout petit peu d'espace et je vais procéder au façonnage. Je prends une bande, comme ceci, et je vais venir la twister. Donc, c'est-à-dire que je vais je vais mettre une main en bas et une main en haut, et je vais venir en fait torsader. Voilà, comme ça, on peut venir torsader. Une fois que j'ai torsadé, je vais bloquer une extrémité que je vais venir enrouler. Et cette extrémité, je vais venir la positionner en dessous de ma vrille.
Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est une erreur de parler de surfine striée? Alors, surfine. Alors, une question peut-être qui manque un tout petit peu de précision, mais alors surfine, souvent on parle de quoi? Alors je pense que c'est plutôt la coque, hein, le fait souvent c'est utilisé sur la technique du croissant de concours avec une pâte non colorée sur le pâton touré. C'est vrai que là on parle plutôt d'un bicolore parce que c'est vrai que c'est une pâte qui est colorée. Donc je pense que voilà, on pourrait très bien appeler ça surfine, mais moi j'ai plutôt l'habitude d'appeler ça plutôt bicolore. Donc ici, hein, je viens torsader cette bande, et en fait ça fait tout simplement, ça va mettre en évidence donc le côté bicolore que j'ai créé, et ça va aussi mettre en évidence le côté feuilleté que j'ai préparé au préalable. Alors, juste petite information. Alors, j'ai une question. Peux-tu redonner la longueur et la largeur de chaque bande? Alors, bien évidemment, je peux la redonner. Et je vous répète juste que la recette est disponible sur le site internet. Donc, il y a aussi la possibilité d'aller retrouver cette recette sur le site avec toutes les dimensions. Donc, ici, on va être à peu près. Alors, je vais pas faire du à peu près, je vais tout simplement mesurer. J'ai donc ébarbé le pâton et je suis à environ 35 cm de long et j'ai détaillé tous les 1,5 cm. C'est une pâte qui pèse entre 50 et 55 grammes. C'est vraiment assez léger. Une fois que je termine la brie, je positionne bien en dessous. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Alors, je voulais juste donner une petite précision. J'ai réalisé sur ce pâton 2 tours simples. Mais ce pâton, je l'ai superposé. Donc, j'ai doublé mon feuilletage, ce qui va me donner en tout 18 couches de beurre. Juste pour un comparatif, sur un croissant, je ne suis pas à autant de couches de beurre. Hein, pourquoi sur un croissant, je vais être plutôt sur soit un tour double, un tour simple, ou alors 2 tours simples si je veux qu'on voit un petit peu plus les couches de beurre et de pâte, donc les feuillets. Pourquoi sur un croissant je donne moins de tourage? C'est tout simplement parce que sur un croissant, je n'ai pas la même épaisseur finale de pâte. Là sur ce produit-là, je vous ai annoncé être à 6,5 en épaisseur. Sur un croissant, je suis pratiquement à la moitié moins, donc je suis plutôt vers 3,5. Donc c'est pour ça que je diminue mes couches de beurre et que sur un croissant, un tour double, un tour simple ou 2 tours simples suffit entièrement. Alors, voici donc les vrilles. Donc les vrilles ne sont pas garnies. Vous allez voir que je vais vous présenter ensuite la garniture. La garniture arrivera vraiment sur l'étape de mise au four où voilà. Mais c'est possible, hein, si vous souhaitez, de positionner la garniture dès maintenant pour du stockage, justement que ça soit peut-être un petit peu plus facile au quotidien pour réaliser ce produit. Mais moi, j'ai opté pour donc un insert à la mise au four. Donc, ces brilles, je les positionne en chambre de fermentation. Donc, les chambres de fermentation, on va juste parler un petit peu peut-être des températures. Les températures, on entend un petit peu tout sur les températures, mais ouais, on peut attendre des fois du 20 degrés, du 25, du 30, du 35. Ce que je vous préconise, c'est d'avoir une température plutôt chaude. Donc, ce que j'appelle une température chaude, c'est si possible au-dessus de 25 degrés, ce qui va permettre vraiment à ramollir le beurre. Et le beurre va bien suivre la déformation de la pâte parce que les levures vont s'actionner et vont faire prendre du volume à cette pâte. Donc 25 degrés, c'est très bien pour les beurres AOP Champ de Poitou. Ça ne sert à rien d'aller sur du 30-35. Mais voilà, aller jusqu'à entre 25 et 28 degrés, c'est adapté en tout cas à la réalisation d'un beau feuilletage. Et l'humidité, si possible, toujours un tout petit peu d'humidité. Il ne faut jamais que la pâte colle, hein, qu'elle soit en excès de collage, mais il ne faut jamais qu'elle soit sèche. Donc il faut trouver le juste milieu. On est environ sur 70% d'humidité donc dans une chambre de fermentation.
je positionne ça en pouce et j'enchaîne tout de suite avec le second pâton. Donc le second pâton qui va être l'éclipse. Donc l'éclipse qui va être donc une autre technique, c'est la technique du feuilletage à champ. Alors, je vous montre tout de suite ça. Alors, le pâton que j'ai touré tout à l'heure en démonstration, j'ai donné 2 tours doubles. Donc là, j'ai un autre pâton qui a bien refroidi. Et donc, voici le résultat hein, du tourage que j'ai réalisé. Donc là, ici, il y a 2 tours doubles. Ce que je vais venir faire, je vais venir créer la technique, hein, le visuel strié. Alors pour ça, j'ai une méthode qui est peut-être peu utilisée par les artisans. Souvent, généralement, on coupe des bandes qu'on vient déposer sur le pâton. Moi, sur des petits formats, je vais avoir tendance à une autre technique. Donc pour ça, j'ai besoin d'une feuille guitare que je vais très légèrement graisser. Je prends mon pâton et je vais venir couper des bandes. Et en fait, toutes ces bandes que j'aurai coupées, je vais venir les déposer sur ma feuille guitare pour en fait créer la largeur de mon pâton. Si vous suivez en parallèle la recette qui est disponible sur le site, je parle de cumul de bandes. C'est-à-dire que là, je vais couper des bandes et mon objectif va être de suivre en fait donc les centimètres que j'ai mis en information sur la recette. Et souvent sur les recettes, je marque que je dois aller chercher en cumul 28 cm par exemple. Ce que je vais réaliser ici, là pour ce pâton, j'ai besoin de 28 cm de cumul de bandes. Vous allez voir qu'en fait, je vais créer la largeur via mes bandes. Alors, toujours la question aussi de à quelle épaisseur je détaille mes bandes. Donc là, j'ai une petite, juste un petit repère que je me donne généralement, c'est que je vais compter les nombres de feuillets que j'ai créés dans ce pâton. Donc là, ici, je vous le répète, hein, j'ai réalisé donc 2 tours doubles. 2 tours doubles me donnent 16 couches de beurre. 16 couches de beurre. Et je vais tout simplement associer un feuillet à 1 mm. Donc c'est-à-dire, vu que j'ai 16 couches de beurre, j'essaye d'associer, d'étaler mon pâton à 16 mm avant de couper les bandes, ce qui va me donner une régularité en fait sur cet effet strié qu'on peut avoir. J'ai coupé quelques bandes, alors je ne sais pas si j'en ai assez pour l'instant, mais je vais m'arrêter ici et je vais venir les positionner sur ma feuille guitare. Donc là, mon objectif, c'est de créer la largeur. Et c'est ici que je vais devoir mesurer 28 cm de cumul de bandes. Donc ici, je les positionne bien serrés. Le fait d'avoir mis un tout petit peu d'eau me permet que ces bandes se collent les unes contre les autres. Le fait aussi d'avoir graissé très légèrement la feuille me permet aussi là de positionner cette bande et de la faire glisser très facilement pour qu'elle puisse se coller. Donc n'hésitez pas, vous avez un chat qui est ouvert si vous avez des questions. Très bien. Si je suis en mesure de répondre, il n'y a pas de souci. Alors, ici, je vais mesurer. Eh bien, j'ai de la chance. Je suis à 28 cm. Donc ici, j'ai créé tout simplement la largeur de mon pâton, donc 28 cm. Et ici, il me reste tout ça. Alors, ça, donc ce pâton, cette base, va me servir tout simplement à venir coller ces bandes, à venir les maintenir. Donc là, mon objectif va être de réabaisser ce pâton à la dimension de mes bandes pour venir les tenir. Donc là, je vais fariner très légèrement, prendre mon rouleau, qui est mon meilleur ami de ce live hein, aujourd'hui. Et oui, pas de laminoir. Je viens, voilà, étaler ce pâton. J'humidifie très légèrement, ce qui va me permettre
que ça colle. Alors ici, j'ai un côté noir, un côté jaune. Peu importe de coller le côté jaune ou le côté noir sur les bandes, il n'y a pas d'incidence particulière. Pardon. Donc ici, vous pouvez constater voilà, que j'ai le pâton qui est superposé, donc qui vient en fait par-dessus les bandes. Une petite pression au rouleau, ce qui va me permettre de bien coller. Et ensuite, je retourne mon plastique et je viens décoller. Ce qui me permet voilà, de bien mettre en évidence ces bandes. Et je vais tout de suite procéder à l'allonge finale. Alors, je vois que j'ai une question. Pourquoi la surfine peut parfois se décoller sur les croissants ou pain au chocolat après cuisson? Alors, souvent, la surfine, en fait, ça crée une épaisseur de pâte un peu épaisse et c'est vrai qu'elle va avoir tendance à se décoller. Donc moi, ce que je peux conseiller, cette couche que l'on rajoute sur un pâton touré, sur un croissant ou sur un pain au chocolat, eh ben, c'est de la faire la plus fine possible. Et potentiellement, peut-être aujourd'hui, pourquoi déjà on fait une surfine sur un croissant ou sur un pain au chocolat? C'est pour essayer d'intensifier un petit peu les contrastes sur les colorations notamment. Et moi, je conseille vraiment de diminuer au maximum ce poids de pâte et plutôt travailler sur une dorure peut-être qui va nous amener un petit peu plus de coloration. Notamment, moi, pour vous dire ma recette de dorure que j'utilise dans mes formations sur mon croissant, par exemple, eh ben, je viens ajouter du sirop à mes œufs, ce qui va me permettre de rajouter du sucre. Et le sucre va permettre la coloration de façon à ramener un petit peu plus de brillance et un petit peu plus de contraste. Donc, plutôt diminuer le plus possible pour atténuer cet effet où la coque, la surfine se détache et plutôt travailler sur une dorure qui va nous amener un petit peu plus de contraste. Voilà. Donc là, ici, je viens donc abaisser mon pâton à environ 45 cm de longueur. 45 cm de longueur, ce qui va me permettre de réaliser tout de suite le façonnage de cette viennoiserie. Donc, par magie, vous doutez bien maintenant, vous avez compris un petit peu l'organisation. Je vais sortir un pâton qui est complètement refroidi et qui va me faciliter un petit peu le travail. Et donc, ici, on retrouve donc, ce pâton qui est strié avec le pâton qui tient toutes ces bandes. Et je vais venir procéder, au façonnage de cette viennoiserie. Alors, pour le façonnage de cette viennoiserie, donc, je viens tout simplement enrouler mon pâton. Donc là, l'objectif, c'est de mettre le côté strié contre le plan de travail. Et je vais venir enrouler, on peut imaginer un petit peu comme un pain en raisin, mais sans garniture. Donc je vais venir enrouler de façon assez serrée quand même, en laissant un tout petit espace au démarrage. Et ensuite, je viens donc rouler jusqu'au bout. Je ne viens surtout pas écraser, faire adhérer l'extrémité. Vous allez voir qu'elle va être utile, cette extrémité, par la suite. Donc là, il faut imaginer que j'ai 12 pièces. Donc je vais réaliser la même technique que pour la vrille. Je vais portionner en 6 à l'aide d'une bicyclette et je vais venir utiliser mon couteau de tour et je vais venir tous les 2 marques détailler. Alors c'est un détaillage au final très peu large. Donc très peu large, je suis environ à 2 cm et demi. Et voici, je viens de détailler en 12 pièces. Je ramène tout de suite donc, les moules qui vont me servir comme support de pouce. Alors, ce sont des moules qu'on pourrait appeler des moules à manquer. C'est des moules à manquer de 10 cm. Donc, vous pouvez très bien utiliser des cercles à tarte, si vous avez des cercles, des barquettes alu,
ou même des cercles à entremets s'ils sont plutôt larges. Mais voilà, environ entre 9 à 10 cm. Je viens prendre, donc, alors je vais me positionner comme ça, je viens prendre donc un enroulé. Cette extrémité que je n'ai pas soudée tout à l'heure, elle se décolle très facilement et ça va me permettre de venir la positionner en plein milieu de mon enroulé. Ici, je retourne, ce qui va avoir comme effet d'avoir cette extrémité donc en base de viennoiserie, et je vais venir un petit peu, voilà, créer une base, réduire un petit peu la base au centre de la viennoiserie pour préparer tout simplement l'insert que je vais ajouter à la mise au four. C'est un petit peu comme un fonçage. Donc ici, je retourne et je viens. Voilà l'objectif. Alors on pourrait croire que je suis en train d'abîmer tout le côté strié du pâton, mais en fait l'idée c'est vraiment justement d'accentuer le côté visuel parce qu'en fait je fais rétracter le côté strié du pâton et vous allez voir qu'en fait sur la viennoiserie ça va la mettre en évidence. Et donc je les positionne donc au centre de mes moules. Alors c'est même une viennoiserie, pour être totalement franc avec vous, qui pourrait très bien se faire sans moule. On pourrait très bien la mettre à même la plaque. Et ça marcherait. C'est vrai que là, j'ai opté pour des moules pour avoir un tout petit peu plus de régularité. Ce qui va me permettre d'avoir des viennoiseries plus régulières. Et c'est vrai qu'en magasin, ça peut tout de suite rendre le linéaire plus agréable à regarder. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, vous pouvez les poser. Alors ici, l'insert sera également donc incorporé sur la viennoiserie avant la mise au four. Donc là, si vous voulez faire des séries, vous pouvez très bien stocker cette viennoiserie en froid négatif à partir de cette étape-là. Donc voilà, ici, je viens bien foncer et voici donc la dernière. Et donc, voici donc le dernier façonnage. Donc ces deux façonnages de viennoiserie. Donc juste pour donner une information, c'est des viennoiseries qui vont relativement pousser rapidement. Ils vont relativement pousser rapidement. On est sur celle-ci entre 1h30 et 2 heures. L'objectif, c'est vraiment de ne pas les faire trop pousser pour ne pas abîmer ce côté strié. Et laverie, laverie florentine, on est sensiblement sur la même chose. Donc ça, je vous propose d'avoir un petit tuto, un petit passage vidéo qui va vous présenter les deux prochaines masterclass. Donc les deux prochaines masterclass qui seront assurées par Brian Boclé et Joël Schwalbach, qui seront sur deux thématiques différentes. Et comme ça, je vous propose de continuer la suite de la démonstration après juste ce petit passage de présentation qu'on va vous donner dans le live. À tout de suite. Voilà, donc logiquement, vous avez vu les deux prochaines classes. Pour être totalement franc avec vous, j'ai travaillé des produits donc, avec eux et je peux vous assurer que la dégustation est juste incroyable. Donc je vous incite vraiment à vous inscrire donc, à leur classe en présentiel, puis assister aussi à leurs lives qui seront disponibles sous le même format que je vous présente. Alors,
moi, j'ai fini tous mes façonnages. C'est-à-dire que les prochaines étapes vont être la mise au four des produits. Juste avant de parler de mise au four, je vais vous présenter donc les deux inserts. Les deux inserts pour ces deux viennoiseries qui vont tout simplement garnir ces deux produits. Alors, là, je vais commencer par la vrille florentine. Donc la vrille florentine, c'est un appareil à florentin que j'ai réalisé. Donc un appareil, pardon, excusez-moi, un appareil à florentin. Donc c'est un mélange de crème liquide, de beurre et de miel que je viens fondre et que je viens en fait ajouter à des amandes effilées et des raisins. Donc très intéressant cet appareil parce que c'est un côté un peu addictif avec ce beurre là qui va nous donner des arômes, des arômes de noisettes un tout petit peu, avec justement aussi la viennoiserie qui va cuire, qui va apporter une croustillance, avec ces raisins qui vont apporter du fondant et les amandes effilées aussi qui vont apporter quelque chose, qui vont apporter une consistance à cet insert. Donc cet insert, je l'ai réalisé et je l'ai ensuite intégré dans des flexipans. Donc, des flexipans, ce sont des palets en flexi de 5 à 6 cm de diamètre. Donc, c'est des flexis tout à fait classiques, pas de forme particulière, c'est une forme ronde, des choses qui généralement se retrouvent facilement dans le commerce ou même dans les laboratoires. Chez vous, souvent, c'est des flexis que vous avez. Donc, 5 à 6 cm des palets et j'ai tout simplement portionné environ une vingtaine, trentaine de grammes d'insert. L'objectif, c'était de ne pas avoir une garniture trop imposante, parce que c'est vrai que ça ramène quelque chose d'assez sucré. Donc c'est vraiment pour vraiment juste rendre gourmand de la viennoiserie. Donc cet insert, juste pour contrebalancer ce côté sucré, j'y ai ajouté un zeste de citron. Donc je vous répète, cette recette, vous pouvez la trouver donc, dans la fiche recette qui est disponible sur le site internet. Et en parallèle, donc, il y aura l'éclipse. L'éclipse, c'est donc une viennoiserie salée. Et là, j'ai réalisé donc un insert salé. Donc l'objectif était de retravailler un tout petit peu le pain en raisin. Donc j'ai gardé le raisin comme ingrédient et je suis venu l'accompagner avec du poulet, de la pomme de terre, pour apporter un petit peu de consistance. Et l'objectif était de lier tous ces ingrédients. Et donc, pour lier tous ces ingrédients, j'ai utilisé une sorte de béchamel. Alors, ce que j'appelle, vous pourrez regarder dans la fiche recette, une béchamel rapide. Donc, la béchamel rapide, c'est l'association de crème liquide et d'emmental. Vous pouvez très bien utiliser une béchamel classique, mais c'est vrai que je trouve que cette béchamel rapide que j'appelle est intéressante parce qu'elle va avec l'emmental ou le comté, un fromage râpé, va faire tenir parfaitement cet insert et éviter que cet insert coule sur la plaque de cuisson. Donc tout ça agrémenté avec un tout petit peu de curry et de confit d'oignon. Et là, ça donne une viennoiserie ultra gourmande. Donc je vous propose, je vais sortir les inserts. Donc ces inserts sont stockés au congélateur. Donc voilà, là je peux les stocker une semaine, 2 semaines s'ils sont bien protégés, sans problème. Et donc ces inserts, je vais les intégrer donc sur ma viennoiserie poussée. Je vous ramène tout ça. Alors, on va commencer par la vrille. Alors, la vrille. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, je suis sur des produits qui sont poussés. Donc, c'est des produits qui ont eu environ 1h30 à 2 heures, comme je vous l'avais annoncé, de fermentation. On peut voir qu'ils ont pris du volume. Vous pouvez aussi constater qu'il y a un cercle que je n'ai pas utilisé tout à l'heure au façonnage. Tout simplement, juste positionner un cercle, ça va juste permettre de rendre la viennoiserie un petit peu plus régulière. Ce n'est pas obligatoire, mais toujours dans l'idée d'avoir des formes maîtrisées, c'est préférable. Donc là, pour information, c'est un cercle de 11 cm qui va avoir comme effet d'avoir une viennoiserie assez plate, parce que j'ai, comme annoncé tout à l'heure, je suis que à 55 grammes de pâte, donc c'est peu. Si vous voulez une viennoiserie plus haute, vous pouvez très bien utiliser un cercle
plus petit, miser sur un 9 cm ou sur un 10 cm. Donc là, ici, je vais prendre tout simplement un insert et je viens le placer au centre de la viennoiserie. Donc cet insert sort du congélateur, permet de le manipuler de façon très simple. Donc voilà, on voit un insert qui est vraiment plutôt fin. Je vous ai annoncé 20 à 30 grammes. C'est vrai que j'ai plus exactement le poids en tête, mais c'est vraiment, c'est vraiment un petit insert qui va juste aromatiser, rendre gourmande. Et l'objectif, c'est pas non plus de saturer en sucre la viennoiserie. Donc voici. Et là, on est parti pour la cuisson. Donc il n'y a pas de dorure. C'est une viennoiserie. C'est vrai que généralement, on apprend à dorer les viennoiseries. Cette viennoiserie, je ne vais pas la dorer. Pourquoi je ne la dore pas? Parce que j'ai pris comme habitude de ne pas dorer mes bicolores. Les bicolores, quand on les dore, ça va accentuer la coloration. Moi, mon objectif, c'est d'avoir du contraste entre le jaune et le rouge. Donc, pas de dorure, ça va me permettre de garder vraiment une couleur bien vive. Et là, la pâte blanche que je vois, c'est quoi? C'est tout simplement les feuillets. Donc, mon objectif, ce n'est pas de dorer donc les feuillets parce que la dorure, c'est de l'œuf. L'œuf va coaguler et va bloquer le développement de la viennoiserie. Donc, je ne dors pas cette viennoiserie, elle sera siropée d'un sirop à la sortie du four pour la rendre brillante. Donc, ici, on va partir donc, sur une cuisson. Alors moi, j'ai opté pour un four ventilé. Le four ventilé, on est sur une température d'environ 160, 165 degrés, selon les types de fours, les marques de fours que vous utilisez. Et on est sur une cuisson au final très courte, environ 12 minutes grand maximum, parce qu'en fait c'est une viennoiserie très plate et du coup elle va cuire très rapidement. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il est nécessaire de graisser les cercles? J'ai envie de dire que c'est jouer la sécurité quand même. Donc oui, j'ai graissé les cercles. Vous pouvez, même si forcément la pâte à croissant que j'ai utilisée va dégager du beurre un tout petit peu et va permettre normalement que ça ne colle pas. Mais pour jouer la sécurité, j'ai graissé en plus les cercles. Okay. Je vais tout simplement procéder donc à la finition suivante. Donc voici l'éclipse une fois poussée. Donc là, vous pouvez constater vraiment une prise de volume. C'est un produit qui a facilement doublé de taille. On voit bien que ça a bien gonflé. Et je vais tout simplement prendre mon insert salé que je positionne donc juste sur le centre de la viennoiserie. Il va falloir faire une petite pression. Parce que là, l'objectif, c'est que l'insert reste bien dans la viennoiserie. Donc là, juste le poser, ce n'est pas assez. On va réaliser une pression. Et ce qui va intensifier, en fait, le côté strié. Parce que le côté strié se rétracte. Alors là, le fait de mettre un insert congelé est plus quelque chose de pratique. Ça va potentiellement retarder un petit peu la cuisson, mais là on est vraiment sur un insert qui est au final assez léger, donc pas de problématique sur cette viennoiserie. Même chose, cette viennoiserie, je ne la dore pas. Tout ce qui est feuilletage à champ, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit plusieurs personnes soit dire je dors pas. Moi, j'ai opté pour ne pas dorer, pour tout simplement ne pas recoller le feuilletage et en fait miser sur une prise de volume supérieure sur cette viennoiserie. Et c'est aussi pour éviter toute coloration parce que là, je suis sur une viennoiserie avec une pâte dominante jaune et mon objectif, c'est vraiment de garder ce côté jaune le plus
clair possible pour vraiment avoir quelque chose en boutique qui attire l'œil et qui donne de la lumière sur vos linéaires. Alors, est-ce qu'il existe une astuce si jamais le pâton se rétracte avant le détaillage pour attraper la taille sans abîmer le strié? Alors, est-ce qu'il existe une astuce pour peut-être avoir je pense, des arrondis sur le pâton? Ce que je vais conseiller, c'est de bien, en fait, gérer la force de sa pâte. Pourquoi la pâte se rétracte? C'est souvent des excès de force. Aujourd'hui, le feuilletage à champ donne de la force parce qu'on vient superposer un pâton sur des bandes, donc on génère de la force. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de réduire un tout petit peu la force de vos pâtons pour éviter d'avoir ce type de rétractation. Donc, même chose, cuisson, four ventilé, même température que la vrille. L'objectif, de ne pas avoir des températures trop fortes pour garder les colorations. Et là, je vais être sur une cuisson un tout petit peu plus longue que la vrille. On sera potentiellement sur 4-5 minutes de plus, parce que c'est vrai que c'est un cerf un tout petit peu plus grand, et donc il va retarder la cuisson de cette viennoiserie. Mais l'objectif, c'est de maîtriser la coloration des viennoiseries et garder vraiment les viennoiseries les plus claires possibles. Donc, au four, pendant, entre 10-12 minutes pour les vrilles et on va être sur, comme je vous disais, 4-5 minutes de plus pour l'éclipse. Alors, j'ai déjà des produits qui sont déjà cuits pour vous les présenter. Toutes les étapes sont faites. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, peux-tu expliquer l'expression hachant? Alors, c'est vrai que l'expression hachant, qui est utilisée par certaines personnes, ou on appelle ça aussi la technique striée. Donc, le feuilletage hachant, c'est tout simplement que en fait, je mets le feuilletage, je le retourne et je le rends sur la face, donc c'est-à-dire que je le positionne, donc hachant, c'est tout simplement le terme hachant, c'est je le bascule tout simplement pour le mettre en évidence. Donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi feuilletage hachant ou strié. Voilà. Alors, écoutez, je vous propose de tout de suite vous présenter donc les produits cuits. Et donc pour ça, j'ai déjà positionné. Alors, j'ai déjà positionné sur des plateaux. Donc, voilà à quoi ressemble l'éclipse et voilà à quoi ressemble la vrille florentine. Donc, vous pouvez constater des couleurs très vives. L'objectif, c'était d'apporter vraiment de la couleur sur vos produits de viennoiserie. Et donc là, je vais juste réaliser quelques finitions. Alors, c'est une finition qui va être, au final, très simple. Je vais venir juste protéger un tout petit peu mon insert pour qu'il n'y ait pas de problème sur du stockage en vitrine froide. Je vais tout simplement lui mettre un tout petit peu de graines de sésame. Alors, les graines de sésame, j'ai mélangé donc des graines de sésame blanches et des graines de sésame noires à hauteur de 3/4 en blanc et d'1/4 en noir, ce qui va apporter un visuel, un beau contraste avec justement donc ce côté jaune. Le sésame est souvent un petit peu jaune, un peu blanc-jaune, et le sésame noir qui va reprendre un petit peu aussi ce côté bicolore que l'on a intégré via le charbon que j'ai utilisé pour colorer cette pâte. Donc, voilà le topping pour donc l'éclipse, et je vais aussi réaliser un petit topping pour la vrille. Alors, c'est tout simplement quelques pistaches. Alors, je fais attention de ne pas trop en mettre. Je les ai gardées vraiment pour la finition parce que c'est vrai que la pistache, on est sur une matière qui est un petit peu assez onéreuse. Donc, c'est vrai que je l'utilise vraiment qu'en extérieur, ce qui va m'assurer que les pistaches se retrouvent sur donc, le haut de la viennoiserie et que ça apporte un côté visuel à cette viennoiserie.
j'ai encore une petite finition à réaliser donc, sur l'Eclipse que je vais vous présenter de suite. Je vous positionne juste voilà, la deuxième partie. Alors, dans la fiche recette, vous allez pouvoir voir une sauce gélifiée. J'ai voulu travailler en fait quelque chose que j'apprécie. Donc, c'est tout simplement de la sauce soja. Donc, la sauce soja que j'ai fait un petit bouillon, donc mélangé avec de l'eau, et que j'ai gélifié. Alors, moi, j'ai utilisé de la pectine NH parce que la pectine NH aujourd'hui se retrouve dans tous les laboratoires. Et j'ai porté donc le tout à ébullition, et ce qui va me donner en fait un palais gélifié que je vais venir positionner sur le centre de la viennoiserie. Et l'objectif en fait de ce palais, c'est tout simplement voilà, d'agrémenter l'assaisonnement en fait de la viennoiserie. Donc en plus c'est un palais qui est gélifié à base de pectine, donc on va avoir une tenue dans le temps. Donc aujourd'hui j'ai essayé de travailler sur un dosage qui permet d'avoir une tenue même sur un stockage de quelques temps hors frigo. Donc j'essaye d'anticiper le fait que cette viennoiserie va être potentiellement consommée froide, mais transportée de la boutique au lieu de consommation. Donc ça va tenir. Et si par choix le client demande de réchauffer cette viennoiserie parce que la manger chaude, c'est vraiment adapté, et ben en fait c'est un gélifié qui va fondre complètement et qui va venir en fait imprégner votre insert donc de ce côté sauce soja, et qui va tout simplement assaisonner la totalité de votre viennoiserie. Je vous amène juste le second plateau de laverie. Et donc, voici les deux produits que je vous propose. Donc, laverie Florentine et l'Eclipse, des recettes que vous pouvez trouver donc, sur le site internet de AOP Charente Poitou. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'en vois une question qui arrive. Sur le pâton touré, y a-t-il un sens pour poser les bandes striées, colorées entre elles, tournées d'un quart de tour? Alors, je pense que c'est le pâton qui va servir de base aux bandes. Donc l'objectif, c'est de comprendre dans quel sens on va allonger le pâton. Donc dans quel sens on va allonger le pâton, et on va tout simplement positionner donc, le pâton qui va tenir les bandes dans le sens naturel de l'allongement pour éviter de donner trop de force, qui peut répondre justement à un problème d'une question précédente où on avait des rétractations sur le pâton strié. Est-ce que le même sirop est utilisé pour les deux recettes? Alors, oui, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'information. Donc, cette viennoiserie, donc laverie Florentine, je l'ai siropée, donc sortie du four, un sirop classique, un sirop au sucre que je viens tout simplement badigeonner sur mon produit vraiment chaud, sorti du four, ce qui va me permettre en fait d'apporter une brillance. Et ici, sur l'Eclipse, donc c'est un produit salé, donc je n'ai pas opté pour un sirop, j'ai opté tout simplement pour de l'huile d'olive infusée. Donc une huile d'olive, soit voilà, l'huile d'olive classique, ou alors avec un petit peu d'herbe de Provence, avec un petit peu de poivre. Et ça fait, je trouve, très bien l'affaire. En plus, c'est souvent des pichets en entreprise qu'on a déjà pour éventuellement badigeonner une focaccia sortie du four. Donc l'idée, c'était de ne pas créer une recette supplémentaire, mais plutôt de prendre quelque chose d'existant. Donc voilà. Eh bien écoutez, je suis désolé pour vous, mais vous n'allez pas pouvoir déguster les produits. Mais on est toute une équipe et je crois qu'on va se faire vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous réalisez ces produits, à m'envoyer des petites photos sur les réseaux sociaux. On sera très contents, moi et AOP Charente Poitou, de voir que les produits sont refaits dans vos laboratoires. En tout cas, un grand merci d'être resté pendant cette heure et quart de live qui m'a permis en fait de vous proposer ces deux produits qui sont innovants.
L'idée, c'était d'apporter vraiment de la couleur donc à vos étals et aussi de travailler cette viennoiserie salée qui devient de plus en plus tendance. Donc voilà, en tout cas un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis vive la viennoiserie et faites-nous rêver par vos photos. À très bientôt, merci, au revoir, ciao.